Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite le sommaire pour commencer. C'est parti pour les examens nationaux 2013. Ce sont les candidats à l'entrée en 7e année qui ont démarré ce lundi. Ils sont 492 192 à affronter les épreuves. La Guinée veut rentabiliser les secteurs porteurs de croissance. Le gouvernement, à travers le département de la pêche, a lancé ce lundi la réunion préparatoire des états généraux de la pêche et de l'aquaculture. Les travaux vont aboutir à la définition d'une stratégie nationale. Et puis, une expulsion spectaculaire qui fait des mécontents dans le quartier Cameroun. Un groupe de jeunes s'est opposé à l'exécution d'une décision de justice en érigeant des barricades sur la route. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Les examens nationaux session 2013 ont démarré ce lundi en Guinée. Ce sont les candidats à l'examen d'entrée en 7e année qui ont ouvert le bal. Ils sont 492 192 à affronter les premières épreuves. Une évaluation placée sous le signe de la tolérance zéro dans la commune de Dixine avec les autorités en charge de l'éducation. Tout semble prêt pour le bon déroulement de ces examens. Diao Bachir. Ce lundi 20 mai 2013, comme prévu, les premières épreuves de l'examen d'entrée en 7e année ont été lancées sur toute l'étendue du territoire national. Dans la commune de Dixine, les autorités ont affiché leur volonté de conférer à ces examens un cachet particulier. Placés une fois encore sous le slogan « Tolérance zéro vers l'excellence », les premières épreuves ont été lancées en présence des autorités éducatives. C'est le cas notamment au lycée d'Ezou où le lancement des sujets de rédaction et de géographie a été présidé par le représentant du ministre délégué au budget. Je salue d'abord l'organisation. Parce que vous voyez, on a dit qu'on va lancer à 9h et ça a été lancé à 9h. Tous les élèves étaient en place. Les encadreurs, les surveillants, tout le monde était là. Aujourd'hui, c'est le couronnement de tout un travail, une année scolaire. Donc, il ne s'agit pas de venir aujourd'hui pour tricher, mais il s'agit de mettre sur le papier ce qu'on a appris pendant les derniers mois. Les surveillants sont là pour surveiller, les enfants sont là pour travailler. C'est dire aux enfants de rester calmes, de lire les épreuves, de ne pas se précipiter. Et même si on finit son épreuve, on n'a pas à sortir à la cour. Quand on dit changement, par le professeur Alpha Condé, c'est dans tous les domaines d'éducation, qui est à la base de tout. Cette année, ils sont 492 192 candidats, dont 82 257 filles, à affronter cet examen. Dans la commune de Dixine, 4 123 candidats sont inscrits, dont 1923 filles reparties dans 12 centres, gérés par 290 surveillants, dont 2 par salle. Comment mieux faire comprendre le rôle et la mission des volontaires? La CEDEAO lance le débat pour 5 jours à Conakry. Elle a démarré ce lundi une formation d'orientation des volontaires. Les participants sont pour la plupart des spécialistes intervenant dans les questions humanitaires dans l'espace CEDEAO. Compte rendu, Elhaj Omar Paris. Conformément à sa vision 2020, la CEDEAO a mis en place un programme de volontaires, un programme qui a été lancé officiellement en mars 2010 et qui vise à promouvoir l'expertise de volontaires citoyens de la CEDEAO dans tous les domaines d'intervention de la Commission et de ses institutions. Cette session de formation vise à donner aux jeunes des États membres de la CEDEAO l'opportunité de participer dans les domaines correspondant à leur profil et à la réalisation de la vision de cette communauté. Comme vous le savez, l'initiative d'organiser cette formation vient de la commission de la CEDEAO, une initiative que notre gouvernement a accueillie favorablement et à laquelle il s'est associé à travers le comité national de coordination mis en place pour assurer le suivi du programme. La Guinée est fière d'appartenir au groupe des 4 pays pilote de ce programme. De son côté, le coordinateur résident du système des Nations Unies en Guinée a exhorté les participants à s'imprégner des enseignements qui leur seront transmis pendant ces 5 jours. L'occasion qui nous réunit dénote également le dynamisme de partenariat entre la CEDEAO et le programme de VNU des Nations Unies. J'exhorte les postulants à s'imprégner des enseignements qui leur seront transmis et à œuvrer comme des missionnaires de développement et de traduire le volontariat dans sa diversité ainsi que dans les valeurs qui le forment.
Empêcher, la commissaire de la CEDEAO en charge du développement humain et du genre s'est fait représenter par Francis Chix Joagiani qui a apprécié la formation à sa juste valeur. C'est pourquoi les volontaires de la CEDEAO doivent répondre à des profils bien définis. Ils doivent, dans la mesure du possible, pouvoir, entre autres, s'adapter à différentes situations sociales, culturelles et politiques, y compris aux conditions de vie modestes, en particulier dans les zones les plus reculées. Le ministre de la Coopération, Moustapha Koutoubou Sano, pour sa part, a émis le souhait que les travaux soient couronnés de plein succès. Notre gouvernement tient à exprimer sa profonde gratitude aux organisateurs pour ce choix et cette marque d'attention. Appréciant l'acte à sa juste valeur, nous nous engageons à mettre tout en œuvre pour mériter cette confiance inestimable afin que les travaux de cette session de formation soient couronnés de plein succès. Les 40 volontaires de la CEDEAO sont déployés en Guinée dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du renforcement des capacités de la société civile. Ouverture ce lundi des travaux de la réunion technique préparatoire des États généraux du secteur de la pêche et de l'aquaculture. Cette réunion aborde les questions liées aux aspects économiques et écologiques. Au terme des travaux, les participants devraient tracer une feuille de route couplée d'une stratégie nationale du secteur de la pêche. Saran Kamara. Identifiée comme une activité pouvant contribuer à la croissance économique du pays, la pêche fait partie des ressources et opportunités dont dispose la Guinée. Durant 3 jours, des experts guinéens vont se faire appuyer d'experts étrangers en vue de produire une synthèse du diagnostic de l'état actuel du secteur de la pêche et de l'aquaculture pour une réorganisation de l'activité. C'est la réunion préparatoire des États généraux de la pêche. Après cette réunion, je pense que nous pouvons nous attendre à de grandes choses, à de grandes transformations, des choses qui vont être produites ici et qui, à l'avenir, vont aider notre pays à l'accroissement non seulement des recettes, mais aussi à l'autosuffisance alimentaire en Guinée. La contribution de la pêche à ces objectifs est encore mal connue selon les organisateurs et pour cause des faiblesses du système de suivi du secteur. D'autres contraintes, et non les moindres, sont aussi signalées, telles que le manque de cohérence entre la stratégie et des mesures de régulation du secteur. Ces dernières années, les ressources halieutiques ont été soumises à rude épreuve en raison de l'intensification de l'effort de pêche et des pratiques illicites de plus en plus agressives et difficiles à contrôler. Je crois que le but ultime des États généraux, c'est de permettre au pays d'avoir une nouvelle politique de pêche et que cette nouvelle politique de pêche puisse permettre de satisfaire les deux objectifs. À la fois l'exploitation durable de la ressource pour tenir compte de son rôle de renouvellement permanent, mais aussi répondre aux besoins de la pêche et des produits de pêche sur le marché national. Une bonne gouvernance du secteur de la pêche et de l'aquaculture pourrait contribuer à la réduction de la pauvreté en Guinée, tant en milieu urbain que rural, reconnaissent les experts. Le bras de fer se poursuit entre le conseil de ville de Conakry et l'opposition guinéenne sur l'itinéraire à emprunter lors des manifestations de rue. La nouvelle marche programmée pour le jeudi à venir se fera sur la route Le Prince, contrairement aux vœux des organisateurs. Dans une déclaration cet après-midi, le gouvernorat de Conakry autorise la marche, mais sur l'axe Amdalaï, esplanade du stade du 28 septembre. À propos, on écoute commandant Sekou Resko Kamara au micro de Mamadi Kamisoko. Population de la ville de Conakry, citoyennes et citoyens, les partis politiques de l'opposition regroupés au sein de l'Alliance pour la démocratie et le progrès, du collectif des partis politiques pour la finalisation de la transition, du club des républicains et du Front d'Union pour la démocratie et le progrès ont adressé une déclaration de manifestation sous forme de marche pacifique le jeudi 23 mai 2013. Cette marche pacifique est autorisée en respect de la Constitution et des lois, mais sur l'itinéraire suivant. Rond-point Hamdanlaï, sur le point de regroupement et de départ, passant par rond-point Bellevue, du Chine Mosquée, esplanade du stade 28 septembre,
fin de la marche. J'invite les organisateurs à prendre toutes les dispositions nécessaires au bon déroulement de la dite marche pacifique. Je demande aux populations de la ville de Conakry d'observer le calme et la sérénité habituelle durant cette journée de marche. Vive la démocratie et l'état de droit, vive la paix et l'unité nationale. Au chapitre des faits divers, un incendie s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi à Ankoseng, c'est dans la commune de Ratoma. Un court-circuit serait à l'origine de ce sinistre. Les dégâts matériels sont, vous allez le voir, considérables. Les explications dans ce reportage de Billy Lankomakonde. C'est à 2h30 du matin que la famille Silla a été réveillée en plein sommeil par la fumée et le feu. Sur les 5 chambres de la maison, seule celle réservée aux étrangers a subi des dégâts. Suite à un court-circuit, la chambre a pris feu et son contenu est parti en fumée. Heureusement, tous les enfants étaient ailleurs. À 3h du matin, nous avons informé les sapeurs-pompiers de Matoto. Pas de perte en vie humaine. Avant l'arrivée tardive des sapeurs-pompiers de la commune de Matoto, le feu a été rapidement circonscrit grâce à l'intervention des voisins. Les incendies répétés provoqués par les courts-circuits dans les familles inquiètent les populations de la capitale. Est-ce la conséquence des mauvaises installations électriques des bâtiments ou la puissance du courant fourni par l'électricité de Guinée? La question reste posée. Abordant dans le même sens, un incendie s'est propagé dans une concession à Kobaya, dans la commune de Ratoma. Laissant ses occupants sans toit, il serait causé par un court-circuit. Si aucune perte en vie humaine n'est enregistrée, cependant, les dégâts matériels, eux, sont considérables. Mohamed Malik Diallo. Toiture décoiffée, matelas, documents professionnels et personnels calcinés, bref, la quasi-totalité de cette maison et de son contenu sont partis en fumée. Même les murs et fenêtres du bâtiment ont payé les frais de l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit du samedi au dimanche à Kobaya, dans une concession où résident plusieurs familles. Mais que s'est-il passé au juste? Nous avons été alertés par mon voisin, comme nous avons 2 appartements, qui dit qu'il y a le feu à la maison. Donc le premier réflexe c'était de faire sauter le disjoncteur, ce que j'ai fait. Et maintenant je me suis rendu compte que le feu était dans le plafond. Donc j'ai sorti les enfants et j'ai crié au secours, les voisins sont venus. Après avoir sauvé ses enfants en les mettant à l'abri, cette brave dame a tenté désespérément de joindre les sapeurs-pompiers. Parmi les voisins, il y en a qui ont appelé, qui sont partis chercher les pompiers, mais vraiment, tardivement, il a fallu le secours de mon neveu qui a appelé les pompiers de Topaz. C'est eux qui sont venus maintenant, qui ont éteint les flammes. N'eût été la promptitude de leur voisinage qui est venu à la rescousse, ces familles n'auraient eu plus de souvenirs de ce qu'était leur maison il y a encore quelques jours. Il y a les voisins qui ont été téméraires, qui ont réussi à sortir la télé et la table à manger. Les seules choses qui ont pu être sauvées, c'est ceux qui étaient à la cuisine. Mais à l'intérieur de la maison, rien n'est sorti. Ayant pratiquement tout perdu, ces familles comptent sur la bonne foi des autorités et sur la générosité des personnes physiques et morales qui pourraient leur venir en aide. Quant à l'origine de ce sinistre, le feu serait parti d'un court-circuit dû aux mauvaises installations, dit-on, de l'EDG. Sur un autre plan, plus rien ne va entre les familles Baba Diego Bari et Mamadi Condé au quartier Cameroun dans la commune de Bixine. Plusieurs habitants du domicile Condé ont été expulsés des chambres ce lundi matin par des gendarmes. Ces derniers étaient venus exécuter une décision de justice favorable à la famille Bari, un déguerpissement qui a provoqué la colère des jeunes de Cameroun. Ils ont exprimé leur désaccord en érigeant des barricades sur la voie publique. Le point avec Mfalik Lavogui. Un conflit domanial comparable à une opération spectaculaire dans la famille Mamadi Condé de Cameroun. Pour la énième fois, cette dernière a reçu la visite d'une compagnie des forces de sécurité venue exécuter un arrêt de justice. L'opération a donné lieu à un véritable chien-lit. Des personnes auraient été ligotées et expulsées des chambres avant la démolition des bâtiments. Cependant, les victimes affirment avoir été logées légalement par le patrimoine bâti public depuis 1998. Ça, dans les bancs de 5 h du matin,
j'ai été réveillé par mon grand frère, soit disant qu'il y a une bande de gendarmes qui entoure la maison. La cour était déjà envahie par les loupards armés de marteaux, de pieds de viche. J'avais déjà commencé à monter sur le toit en train de les décoiffer. J'ai été ligoté moi parce que j'ai riposté, parce qu'il y avait un loupard qui voulait pénétrer frauduleusement dans ma maison. On m'a donné des coups de poing, j'ai l'épaule qui me fait mal actuellement. Ce conflit domanial qui date de 1970 oppose la famille Condé à Baba Diogo Bari, un opérateur économique qui réclame la paternité de ces domaines rattachés au patrimoine public en 1994 par feu général Lansana Conté. Après plusieurs décisions de justice rendues dans ce conflit, c'est une affaire qui est loin de livrer ses derniers secrets et plusieurs commis de l'État sont cités par les victimes. Feu général Lansana Conté a émis un décret pour l'annulation parce que c'était une situation de parenté. Il y avait Ibrahima Diallo qui était ministre de l'Habitat à l'époque, Rougui Bari, maire de la commune de Matam. Ils ont fait les manigances pour dire que le lieu habité, en fait, n'est pas un lieu habité. À cette époque, le directeur du patrimoine bâti public, il n'est pas mort, il est là. Albert David Guillaume Gomez, vice-président du CNT. Celui qui nous a aidés pour le jugement de dire qu'on doit nous dédommager 10 millions de francs et la reconstruction immédiate du coin, c'est Abdoul Kabré Kamara, maître Abdoul Kabré Kamara, actuel ministre de la Défense, ministre délégué de la Défense. L'exécution de la décision de justice a suscité la colère des jeunes de Cameroun. Ces derniers ont érigé des barricades pour exprimer leur ras-le-bol, mais ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. Le chef de quartier, lui, décline toute responsabilité. C'est à la mosquée que j'ai été informé de cette opération de déguerpissement. Quand je suis allé sur les lieux, ils se sont mis à m'insulter. Je ne peux rien contre une décision de justice. Nos efforts fournis pour avoir la version des faits de la famille Baba Diogo Bari sont restés sans succès et pour l'heure, la cinquantaine de personnes déguerpies devraient passer la nuit à la belle étoile. Autre facette de l'actualité, des chaussures, des vêtements et des jouets pour les enfants démunis. Le geste est de la boulangerie Martini, une façon de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de cette couche vulnérable exposée souvent à certaines pratiques comme l'exploitation domestique ou la mendicité. La remise du don a eu lieu le week-end dernier à Conakry. Alpha Omar Bari. C'est un geste, on ne peut plus salutaire, la boulangerie Martini à l'endroit de sa clientèle. Il s'agit d'objets, de vêtements et de jouets pour enfants. Une façon pour cette boulangerie de remercier et de fidéliser ses clients pour ses nombreux services. Les bénéficiaires, très satisfaits de ce geste, ont apprécié le don avant de remercier le donateur. Je suis très contente que Dieu le protège et lui accorde une bonne santé. J'ai reçu mon cadeau de très bonnes choses, des pantalons et des chemises. On lui dit merci, que Dieu le récompense. J'ai reçu mon cadeau, je suis très contente. Je remercie la boulangerie Martini. Merci beaucoup. Ce geste, au dire de la direction de la boulangerie, est une façon d'apporter leur aide aux enfants les plus démunis. Ce que nous visons ici, c'est l'amélioration des conditions de vie des enfants. L'entreprise agit nécessaire de venir au secours des enfants qui n'ont pas de moyens. Donc c'est pourquoi nous avons amené ces habits, ces jouets, les chaussures pour les habiller. J'ai fait ce cadeau parce que les enfants me font très grande pitié et à travers de mes amis étranger, Martini, Daniel, il a toujours avoir idée des enfants, surtout les enfants diminués, pour faire ce qu'on peut les faire. Ça fait un peu mal quand on voit les enfants dénus. Et c'est ça surtout notre combat contre la faim, contre les enfants comme ça, de faire ce qu'on peut. Une belle initiative à saluer et à encourager quand on sait que les enfants, cette couche vulnérable, est exposée à toutes sortes de dangers, surexploitée et même utilisée à d'autres fins comme la mendicité.
Les cadres de la direction du PMU Paris Mutuel Urbain étaient sur le terrain dimanche. Ils ont informé et sensibilisé les nombreux parieurs sur la fiabilité et la sincérité de leur méthode de travail. La nouvelle direction a saisi l'occasion pour expliquer les nouvelles réformes en cours afin de mieux situer les parieurs et pronostiqueurs sur la prochaine méga cagnotte de 510 693 500 francs guinéens. Diao Bachir. Démarrer avec un nouvel élan pour redonner une image dans la dynamique du changement, c'est l'objectif que s'est fixé la nouvelle direction de PMU Guinée. Une délégation de la direction générale conduite par les cadres dont le directeur marketing et communication s'est rendue dimanche dans les différents points de vente des tickets objectifs, toucher du doigt les réalités sur les conditions de travail des vendeurs et pronostiqueurs de la société, mais aussi expliquer aux nombreux parieurs la fiabilité et la sincérité des procédures liées au circuit technique, managérial et administratif. De l'arrivée des tickets à leur perforation en passant par la vérification des numéros, tout a été passé au peigne fin devant une structure bien mise en place. La direction technique a la lourde responsabilité de traiter et de sécuriser le processus de traitement de paris. C'est des carnets uniquement vendus qui atterrissent dans cette salle. La direction commerciale émet les carnets sur le terrain. Ils vendent. Après la vente, les carnets, vous allez suivre la procédure tout de suite, vont arriver. Quand ils arrivent, la première chose à faire, c'est de trouiller les carnets. La petite cabine que vous voyez là, c'est la salle de perforation. Tous ces carnets doivent passer à la machine, trouiller. C'est une phase d'annulation des tickets vierges qui sont dans les carnets pour la sécurisation, pour la suite de la procédure. Dans le carnet, vous avez les trois volets, volet blanc, volet rose et volet parieur. Ils étaient nombreux, parieurs et pronostiqueurs, à vouloir descendre la méga cagnotte de 510 693 500 francs guinéens. À Dixine, tout comme à Kaloum, l'engouement était visible. PMU Plus Guinée a déposé une grande cagnotte pour les Guinéens. Donc nous sommes là aujourd'hui à vraiment lutter pour gagner cette cagnotte. Le PMU vraiment est l'image maintenant du PMU du Sénégal, PMU de la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Même PMU du Cameroun. Donc à vrai dire, l'équipe qui est là, il faut les encourager. Beaucoup de paris ambitieux, il y a des gens qui sont venus à l'étranger pour jouer cette cagnotte. Quel que soit le montant de cette cagnotte, c'est la propriété exclusive des parieurs et on le remettra en jeu sur le même produit qui a constitué cette cagnotte. Au dire du directeur général, le PMU Guinée participe effectivement au développement socio-culturel du pays. En outre, des mesures seraient déjà prises pour réduire considérablement les omissions de tickets. À chaque course, nous reversons 1% de notre chiffre d'affaires aux activités socio-culturelles en Guinée. Pour réduire le nombre des omissions, c'est les conditions de travail des techniciens. Plus les conditions de travail sont bonnes, moins il y a d'omissions. Aujourd'hui et depuis plusieurs mois, on travaille beaucoup à améliorer la condition de travail de ces techniciens. Monsieur Dorosier a aussi promis aux travailleurs d'œuvrer pour améliorer leurs conditions de vie et de travail à travers la construction et la rénovation des différents points de vente déjà en cours. Religion dans cette édition, prier pour la paix et l'unité nationale. Voici l'exercice auquel les fidèles chrétiens du pays se sont évertués ce dimanche dans les églises du pays. C'était à l'occasion de la célébration de la Pentecôte, l'une des plus grandes fêtes chrétiennes. Bilina Kumakundi. À l'origine, une fête juive comme les Pâques. La Pentecôte prendra plus tard un sens religieux qui rappelle l'événement historique du don de la Torah au Sinaï. Célébrée 50 jours après les Pâques, la Pentecôte est l'une des plus grandes fêtes du calendrier chrétien. En Guinée, la célébration de cet événement a été placée sous le sceau de la paix. Nous verrons notre pays, nous le mettrons au centre de nos prières. Nous verrons tout ce qui œuvre pour que la Guinée soit stable, paisible, fraîche, paisible, l'unité, la paix, la justice, la sécurité sociale et la vraie réconciliation dans notre pays. Pour d'autres chefs religieux, chaque Guinéen doit œuvrer pour consolider l'unité nationale et la quiétude sociale afin de vivre en harmonie. Ce qui se passe dans notre pays doit être aidé tout le temps. Car le peur de certains Guinéens brûle aujourd'hui la violence et la haine. Chose qui ne doit pas être exécutée
au sein d'une communauté humaine et civilisée. J'invite tous les acteurs, qu'ils soient de la mouvance présidentielle ou de l'opposition au dialogue, pour construire des communs à nous tous. Selon les hommes de Dieu, à la Pentecôte, les peuples divisés se retrouvent unis lorsque l'Esprit Saint se manifeste et le peuple de Guinée est appelé à vivre cette unité. Sport CAN 2019, enjeux et défis, c'est le terme de la conférence de presse tenue ce lundi par des consultants sportifs de la place. C'est pour pointer du doigt le retard de la Guinée par rapport aux autres pays candidats à l'organisation de la CAN Senior 2019, d'où l'urgence de finaliser le dossier technique guinéen qui sera soumis à la CAF cette année 2013, compte rendu signé à Diratouba. Le 29 avril dernier, le Premier ministre a signé un arrêté portant création, attribution et composition du comité préparatoire de la candidature guinéenne à l'organisation de la CAN 2019 catégorie senior. Un pas de plus qu'apprécient les consultants sportifs qui toutefois exhortent les autorités à fournir plus d'efforts pour finaliser le dossier technique qui sera soumis au comité exécutif de la CAF. Il s'agit de poursuivre la sensibilisation de nos décideurs afin que rapidement le comité préparatoire soit meublé et que la feuille de route devant nous conduire à l'attribution de l'épreuve soit effective. Le temps joue contre nous et ensuite, il y a de sérieux postulants. L'Algérie, la RDC, le Sénégal. Mais vu les réalités actuelles, les conférenciers comptent proposer au gouvernement l'organisation en 2017 de la CAN Junior avant la Senior de 2019. En Guinée, au plan des infrastructures, il n'y a presque rien. La Coupe d'Afrique des Nations Seniors exige 4 sites de compétition. Nous allons proposer au gouvernement de postuler pour la CAN des juniors en 2017. Pourquoi? Parce que la CAN des juniors, le cahier de charge de la CAF n'exige que 2 sites de compétition. À Conakry, nous aurons le stade du 28 septembre, le grand stade de Nongo, et si on réhabilite le stade El Hadj Saflé Diallo de Nabil, qui est un stade aux normes internationales, c'est qu'il n'est pas entretenu. Nous aurons donc des sites de compétition capables d'abriter une Coupe d'Afrique junior en 2017. Et de 2017 à 2019, on pourra s'atteler à réaliser les autres infrastructures exigées par le cahier de charge. Nous, notre projet encore est dans les tiroirs. Une Coupe d'Afrique des Nations, un grand événement, vous le savez, se passe dans les couloirs. Il y a un travail de lobbying intense. Il y a un travail d'échange d'expérience énorme. Il y a un volet formation colossal. Si aujourd'hui, on n'éprouve pas notre capacité d'organisation, je pense que ça serait très compliqué pour nous. L'organisation de la CAN permettrait à la Guinée de booster tous ses secteurs. Les ressources géographiques et historiques de la Guinée pourraient être un atout à exploiter devant le comité exécutif de la CAF à condition que la feuille de route qui lui sera proposée soit consistante et prête à temps. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur notre site web, le www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à vous qui nous suivez partout à Conakry.